j'ai bâti l'entreprise de mon père à partir de rien après avoir abandonné l'université, pendant que mon frère, l'enfant prodige, poursuivait ses études et travaillait dans la finance. Après 7 ans de labeur acharné, mon père a voulu donner à mon frère la moitié de tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur. J'ai appliqué la politique de la terre brûlée. Très bien, Reddit. J'ai donc passé 7 ans à transformer l'atelier moribond de mon père, d'une valeur de 275 000 €, en un empire de 7,3 millions d'euros. Puis, il a fait venir mon frère, le requin de la finance, qui n'avait jamais tenu une clé à molette de sa vie, pour être mon PDG avec le même salaire. Alors, j'ai pris les clients, l'équipe, et j'ai monté mon propre atelier à 5 km de là. Aujourd'hui, je génère 1,1 million d'euros par mois pendant qu'ils font face au karma. Prenez du popcorn et profitez du chaos. Mon père a créé Rodriguez Réparation d'engins lourds en 1989. À l'époque où une poignée de main avait encore une valeur, et où votre réputation était le seul marketing dont vous aviez besoin. 36 ans à ramper sous des excavateurs, à reconstruire des boîtes de vitesse et à assurer le fonctionnement des entreprises de construction. Moi, un homme de 32 ans, j'ai grandi dans cet atelier. J'ai commencé à 11 ans, à balayer les sols et à trier les boulons. À 14 ans, je pouvais diagnostiquer une pompe hydraulique défaillante rien qu'au son. J'y passais tous mes étés et week-ends pendant que mon frère aîné, Drew, faisait ce que font les enfants prodiges. Des stages de football, des préparations aux examens, des événements de réseautage, apparemment. Drew a maintenant 38 ans, 6 ans de plus que moi. Il a toujours été la fierté et la joie de mes parents. Celui qui, s'en est sorti, a obtenu son diplôme de finance d'une bonne université et a décroché un poste dans une société d'investissement en ville. Mon père exhibait les cartes de visite de Drew lors des réunions de famille comme si c'était des médailles olympiques. Pendant ce temps, j'arrivais avec du gazole sur mes bottes et on me demandait quand j'allais faire quelque chose de concret de ma vie. J'ai essayé l'université. Vraiment. Je me suis inscrit en génie mécanique avec une mineure en commerce. Je me disais que je reviendrais avec des diplômes qui forceraient le respect de mon père pour ce que je faisais. Ça a duré exactement un semestre. Rester assis dans des amphithéâtres pendant qu'un professeur qui n'avait jamais tenu une clé à molette expliquait des distributions de charges théoriques me semblait une perte de temps que je n'avais pas. L'atelier avait besoin d'aide. Mon père était submergé de travail et n'avait pas les moyens d'embaucher quelqu'un de compétent. Alors j'ai abandonné, j'ai dit à mon père que je voulais m'investir pour de bon. Et il a prononcé les mots magiques, reste avec moi, gamin. Bâtis ce truc comme il faut et un jour, tout ça sera à toi. C'était il y a 7 ans, en 2018. L'atelier générait peut-être 275 000 € par an. Mon père s'épuisait à la tâche, et nous avions 3 mécaniciens à temps partiel qui venaient quand ça leur chantait. Notre flotte se composait d'une camionnette qui tombait plus souvent en panne que les engins que nous réparions. J'ai tout changé. Première décision, se spécialiser. Mon père acceptait n'importe quel travail qui passait la porte. Réparer le tracteur d'un fermier, entretenir la camionnette d'un entrepreneur, peu importe. J'ai dit, non, on se concentre uniquement sur l'industriel. Les engins de chantier, les équipements miniers, les véhicules municipaux, les flottes commerciales. Des entreprises avec des budgets de maintenance et des contrats récurrents, pas des petits boulots payés une misère. Ensuite, j'ai proposé un concept qui semblait fou, un service d'urgence 24h24, 7j7. Tous les autres ateliers de la région fermaient à 17h, mais les entreprises de construction ont besoin de leurs chargeuses à 6h du matin. Les mines fonctionnent en continu. Les entreprises de logistique ne peuvent pas se permettre de temps d'arrêt. Nous avons donc commencé à offrir des réparations d'urgence en dehors des heures de bureau à des tarifs majorés. Le double la nuit, le triple les jours fériés. Soudain, tous les chefs de chantier de 3 comtés avaient mon numéro de portable. En 18 mois, nous sommes passés d'une camionnette à 8. De 3 gars peu fiables à 20 mécaniciens solides. J'ai mis en place des bons de travail numériques, un suivi GPS sur les véhicules de service et une gestion des stocks qui avaient enfin du sens. Mon père continuait à travailler sur les outils parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Mais je gérais tout le reste, les ventes, les opérations, la gestion de l'équipe, les relations avec les clients. Les mécaniciens plus âgés m'ont mis à l'épreuve au début. Un gamin dans la vingtaine qui expliquait à des vétérans comment gérer les chantiers. Oui, ça a été très bien accueilli. Mais je les ai vite fait taire. En 4 ans, nous avons atteint 40 employés et 12 camions de service.
Le chiffre d'affaires est passé de 275 000 € à 3,8 millions d'euros. La 6e année, nous approchions les 7,3 millions d'euros par an avec 53 employés et 18 véhicules. 7,3 millions d'euros. Mon père et moi touchions chacun un salaire de 145 000 €, plus du double de ce qu'il gagnait avant, mais nous n'étions pas exactement riches. La plupart des bénéfices étaient réinvestis, mais nous construisions quelque chose de solide. Notre taux de fidélisation des clients était de 94%. Lorsque les entreprises avaient besoin d'un service d'urgence, c'est nous qu'elles appelaient en premier. L'équipe me respectait parce que je ne leur demandais jamais de faire quelque chose que je ne ferais pas moi-même. J'ai enseigné à la plupart d'entre eux les diagnostics hydrauliques avancés. Pendant ce temps, Drew menait la grande vie en ville. Bel appartement, belle voiture, beau costume. Il venait nous voir peut-être 2 fois par an, généralement pendant les vacances, faisant toujours des commentaires subtils sur le fait que j'aurais dû terminer mes études ou développer une ambition professionnelle. L'ambition professionnelle, vraiment? Comme si transformer une entreprise en difficulté de 275 000 € en une société de 7,3 millions d'euros pendant qu'il jonglait avec des feuilles de calcul Excel n'était pas assez ambitieux. Ma petite amie, Jen, maintenant ma fiancée, mais nous y reviendrons, comprenait vraiment ce que je faisais. Quand je rentrais à minuit sentant le liquide hydraulique, elle se contentait de rire et de mettre mes vêtements directement à la machine. Son père dirigeait une entreprise de plomberie, donc elle comprenait. Elle respectait le travail. Mes parents l'ont détestée dès le premier jour. Elle n'est pas assez raffinée, a dit ma mère une fois. Traduction, Jen venait de la classe ouvrière, ne faisait pas dans le genre sourire de façade et n'était pas impressionnée par les histoires de mon père sur l'héritage familial. Lors des dîners de famille, ma mère posait des questions pointues sur la trajectoire de carrière de Jen et si elle continuerait à travailler après le mariage. Mon père ignorait à peine son existence. Ce qu'il voulait vraiment, c'était que Drew leur donne des petits-enfants. Ma mère lançait des allusions constantes, montrait à Drew des photos des enfants de ses amis, parlait de combien ce serait bien d'avoir des petits avant qu'ils ne soient trop vieux. Puis est arrivé le dîner pour le 67e anniversaire de mon père, il y a 3 mois. C'est là que tout a dérapé. Nous sommes tous là. Moi, Jen, Drew, maman, papa, dans ce bon restaurant de viande que mon père aime. Papa commande son 3e verre et commence à parler chiffres. Mentionne que l'atelier frôle les 7,3 millions d'euros maintenant. Mentionne sa santé déclinante. Les décennies d'exposition à l'amiante le rattrapent. Plus de l'arthrite dans les 2 mains. Drew se redresse comme un chien de chasse qui a flairé une piste. 7,3 millions? Sérieusement? Chiffre d'affaires brut, je précise. Les marges ne sont pas énormes après les coûts. Mais Drew fait déjà des calculs dans sa tête. Je le vois. Et mon père a ce regard de quelqu'un qui est sur le point d'annoncer quelque chose d'important. J'ai pensé à la succession, dit papa. À l'héritage, à la famille. Ça y est, on y est. Drew, je sais que tu as bien réussi dans la finance, que tu t'es bâti une belle carrière, mais j'espérais que tu envisagerais de revenir à la maison, de travailler avec ton frère, de construire cette entreprise ensemble. Drew rit carrément. Papa, j'apprécie l'idée, mais je gagne 165 000 € par an en gérant des portefeuilles. Je ne cherche pas vraiment à me salir les mains. Tu n'aurais pas à le faire, dit papa en se penchant en avant. C'est ce que fait ton frère. Je parle d'apporter une vraie stratégie commerciale à l'entreprise, une bonne gestion financière, une planification de la croissance. Et juste comme ça, je vois où il veut en venir. Nous pourrions professionnaliser toute l'opération, continue Drew, s'enthousiasmant maintenant pour l'idée. Mettre en place des systèmes, des processus, la faire grandir correctement. Avec mon expérience en finance et en gestion. L'entreprise a très bien grandi, l'interrompis-je. Nous sommes passés de 275 000 € à 7,3 millions d'euros en 7 ans. C'est impressionnant, dit Drew avec ce sourire condescendant qu'il a, mais il y a une différence entre travailler dur et travailler intelligemment. Papa a bâti une excellente base, mais sans un cadre commercial approprié. J'ai mis en place le cadre. Chaque système que nous utilisons, chaque processus, chaque contrat client, c'est moi qui l'ai construit. Maman intervient. Drew a fait des études, chérie. Il comprend la stratégie d'entreprise d'une manière que tu ne pourrais jamais comprendre. Parce que j'ai abandonné l'école. Silence gênant. Jen me serre la main sous la table. Mon père a l'air excité.
Maman a l'air suffisante. Drew a l'air de venir de trouver un billet de 20 € dans sa poche. Parlons-en plus en détail, dit papa. Je pense qu'avoir mes deux fils travaillant ensemble pourrait être quelque chose de spécial. Une vraie entreprise familiale. J'aurais dû le voir venir. J'aurais dû savoir que la promesse de papa, un jour, tout ça sera à toi, avait une date d'expiration. Mais je l'avais vraiment cru. Je l'avais mérité. Je l'avais bâti. Ça devait compter pour quelque chose. Il s'avère que les liens du sang comptent plus, et le sang de Drew venait apparemment avec un diplôme de commerce, ce qui en faisait un cru de premier choix. Les appels ont commencé le lendemain. Papa voulant explorer l'opportunité. Drew m'envoyant des articles sur la planification de la succession dans les entreprises familiales. Maman parlant de combien ce serait merveilleux d'avoir les deux fils travaillant ensemble. Que c'était le rêve de papa qui se réalisait. Personne ne m'a demandé ce que je voulais. Personne n'a mentionné que j'avais passé 7 ans à construire cet empire pendant que Drew touchait son salaire ailleurs. Mais bon, la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? 2 semaines plus tard, papa a convoqué une réunion formelle avec des avocats. C'est là que j'ai su que j'étais fichu. L'avocat successoral de mon père était assis derrière un bureau en acajou avec des documents empilés comme des obus d'artillerie. Je suis entré en m'attendant à une conversation sur le rachat éventuel des parts de mon père, peut-être à discuter des termes d'un partenariat. Ce que j'ai eu, c'est une exécution d'entreprise déguisée en réunion de famille. Papa a commencé par la routine de mise en condition. A parlé d'héritage, de garder l'entreprise dans la famille, de son rêve de voir ses fils travailler ensemble. Drew était assis là, dans son costume de grande marque, l'air d'assister à une réunion du conseil d'administration de Goldman Sachs au lieu de discuter d'un atelier de réparation diesel. Puis l'avocat a fait glisser des papiers sur le bureau. La proposition, papa transférerait la propriété au cours des 12 prochains mois. Répartition finale, 45% pour Drew, 45% pour moi, 10% conservé par papa en tant qu'action de conseil. Drew entrerait en fonction en tant que PDG à 190 000 € par an. Je serai le directeur des opérations, ce qui semble important jusqu'à ce que vous réalisiez que cela signifie faire tout le travail réel pendant que quelqu'un d'autre en récolte le crédit. Cette structure offre une efficacité de gestion optimale, expliqua l'avocat de cette voix sans âme. L'expertise financière de Drew combinée à vos connaissances opérationnelles crée un leadership complémentaire. Complémentaire, comme si j'étais le second rôle dans ma propre histoire. Drew s'occupera de la planification stratégique, de la gestion financière et du développement commercial, a poursuivi papa. Tu géreras les opérations quotidiennes, la supervision de l'équipe, le côté technique. Donc, je fais ce que j'ai toujours fait, dis-je lentement. Et Drew fait. Quoi exactement? La direction exécutive, dit Drew. Définir l'orientation, construire des cadres, gérer la stratégie de croissance. Les choses qui nécessitent une réflexion de niveau MBA. Une réflexion de niveau MBA sur une entreprise dans laquelle il n'avait jamais travaillé, au service de clients qu'il n'avait jamais rencontrés, dans un secteur qu'il ne comprenait pas, j'ai déjà rédigé un plan de croissance sur 5 ans, ajouta Drew en sortant son propre document. Standardisation des protocoles de service, expansion sur 3 marchés supplémentaires, mise en œuvre de la gestion de la qualité Six Sigma. Six Sigma? On répare des excavateurs, on ne fabrique pas de semi-conducteurs. Cette attitude est exactement la raison pour laquelle nous avons besoin d'une gestion professionnelle. Drew sourit comme s'il expliquait l'arithmétique à un enfant. Papa a construit quelque chose de formidable ici et tu as fait un travail solide pour le maintenir, mais pour vraiment passer à l'échelle supérieure. Je l'ai fait passer de 275 000 € à 7,3 millions d'euros. C'était moi. En utilisant les fondations de papa, intervint maman. Elle était restée silencieuse jusqu'à présent, tapie dans un coin comme une araignée. Tu avais tous les avantages. Sa réputation, sa clientèle, ses installations. Drew construit son succès à partir de rien dans un secteur compétitif. À partir de rien dans un secteur compétitif, comme si j'avais hérité d'un empire florissant au lieu d'un atelier en difficulté qui couvrait à peine le loyer. Que se passe-t-il si je dis non, ai-je demandé. La pièce devint glaciale. Papa avait l'air mal à l'aise. Drew avait l'air agacé. L'avocat avait l'air de ne pas en être à sa première bataille de succession. Alors je vends à un tiers, dit papa doucement. J'ai 67 ans, mon fils. Mes poumons sont fichus. L'arthrite s'aggrave.
Je dois transmettre cette entreprise avant de ne plus en être capable. Soit elle reste dans la famille, soit elle ne reste pas. La famille, ça veut dire les 2 fils, ajouta maman. Pas un seul. Voilà. L'ultimatum enrobé de manipulation affective. Accepter Drew comme patron. Ou regarder papa vendre l'entreprise que j'avais bâtie à des étrangers. Et la répartition des salaires, demandai-je à l'avocat. Pourquoi Drew touche-t-il la même chose que moi alors que je suis ici depuis 7 ans et lui depuis 7 minutes? Les postes de direction commandent une rémunération proportionnelle, dit l'avocat. Les rôles de PDG et de directeur des opérations s'alignent traditionnellement dans des entreprises de taille similaire. De plus, ajouta Drew en se penchant en arrière dans sa chaise, je subis une baisse de salaire par rapport à mon poste actuel. Quitter 165 000 € pour venir en gagner 190 000 € est à peine une amélioration quand on tient compte du risque professionnel. Le risque professionnel. Venir diriger une entreprise qui était déjà un succès. Le risque professionnel. Je voulais renverser la table. Au lieu de ça, j'ai hoché la tête, j'ai souri, j'ai posé quelques questions de clarification. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Ne prends pas trop de temps, dit papa alors que je me levais pour partir. J'aimerais que ce soit réglé avant les vacances. En sortant, j'ai appelé Jen. Il faut qu'on parle. À quel point c'est grave. Nucléaire. Le lendemain matin, j'ai appelé papa. J'y ai réfléchi. Allons de l'avant avec le plan. Papa semblait soulagé, voire excité. C'est merveilleux, mon fils. Drew est déjà en train de préparer les documents d'intégration. Il est très minutieux. J'en suis sûr. Oh, et encore une chose. Drew a mentionné que ce serait bien que tu t'habilles de manière plus professionnelle quand il commencera. Tenue professionnelle décontractée au minimum. Les premières impressions comptent lorsque nous construisons cette nouvelle structure. Tenue professionnelle décontractée. Dans un atelier de réparation diesel où je passais la moitié de mon temps sous des véhicules. Tenue professionnelle décontractée. Pour que j'ai l'air d'un dirigeant. Avant quoi? Bien sûr, papa. Tout ce que Drew pense être le mieux. J'ai raccroché et j'ai immédiatement commencé à planifier ma sortie. Parce que j'en avais assez de toute cette situation. Mais d'abord, je devais comprendre exactement l'étendue des dégâts que je pouvais causer en partant. Le premier jour de Drew chez Rodriguez Réparation d'engins lourds ressemblait à un fantasme d'influenceur LinkedIn. Il est arrivé en pantalon gris ardoise, chemise repassée et chaussures de ville en cuir qui coûtaient probablement plus cher que la mensualité de mon camion. Dans un atelier où nous entretenons des équipements miniers, où le concept de rester propre est une blague cruelle que l'univers fait aux mécaniciens. Papa lui a fait la visite complète, le présentant à chaque membre de l'équipe comme s'il présentait le prince héritier à ses sujets. Voici mon fils, Drew. Il va nous aider à faire passer l'entreprise au niveau supérieur. La plupart des gars ont juste hoché la tête, lui ont serré la main et sont retournés au travail. Mais j'ai vu les regards, les sourcils levés. Big Tommy, mon chef d'équipe qui était avec moi depuis la 2e année, a attiré mon attention et a fait un geste subtil signifiant « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» La visite de Drew a duré environ 30 minutes avant qu'il ne se retire dans le bureau que nous lui avions vidé. En moins d'1 heure, il avait réarrangé les meubles et était au téléphone avec un consultant en optimisation opérationnelle. J'ai passé la journée à travailler sur la reconstruction d'une boîte de vitesse pour l'un de nos clients miniers. Vers 15 heures, Drew est sorti de son bureau, contournant prudemment les taches d'huile comme si elles allaient l'attaquer. Et, on peut parler des inefficacités dans la planification de l'équipe, a-t-il crié par-dessus le bruit des outils pneumatiques. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon. Quelles inefficacités? Eh bien, j'ai examiné les registres et il y a une variance significative dans les temps d'achèvement des travaux. Certains travaux qui devraient prendre 2 heures en prennent 4. C'est inacceptable. Ce sont des estimations. Les réparations dans le monde réel ne suivent pas un tableur. Avec une formation et une standardisation appropriée. Ces gars sont des maîtres mécaniciens avec des décennies d'expérience. Le problème, ce n'est pas eux. Drew a froncé les sourcils. Alors c'est quoi? Il n'y en a pas. Nous terminons 96% des travaux dans les temps estimés ou avant. C'est le meilleur taux du secteur. Selon les indicateurs de qui? Selon le fait d'avoir une expérience réelle dans ce secteur. Silence tendu.
quelques mécaniciens faisaient semblant de ne pas regarder tout en regardant absolument tout. Écoute, dit Drew en baissant légèrement la voix. Je comprends que c'est un ajustement, mais papa m'a fait venir pour une raison. J'ai des compétences que tu n'as pas. Et si nous devons travailler ensemble? Tu veux dire, si je dois travailler sous tes ordres? Je veux dire, si nous voulons construire quelque chose de plus grand que ce que l'un ou l'autre pourrait faire seul. Le bingo des mots à la mode du monde de l'entreprise. Il venait de sortir 3 clichés en une seule phrase. Impressionnant, vraiment. Ce soir-là, papa m'a appelé dans son bureau. Maman était là aussi. Jamais bon signe. Drew a mentionné que tu as été réticent aujourd'hui, a commencé papa. J'ai répondu à ses questions. Avec une certaine attitude, a ajouté maman. Il essaie d'aider. Le moins que tu puisses faire, c'est de montrer un peu de respect. Du respect? Pour un gars qui avait travaillé exactement 0 jours dans ce secteur, qui ne pouvait pas diagnostiquer un joint de culasse grillé même si sa vie en dépendait, à qui on donnait la copropriété d'une entreprise à la construction de laquelle il n'avait rien contribué. J'essaie de m'adapter, dis-je prudemment. C'est un grand changement. En parlant de changement, a poursuivi maman, ton père et moi avons discuté. Maintenant que Drew revient et construit sa vie ici, nous espérons qu'il va s'installer, fonder une famille. Ça y est, on y est. C'est super, dis-je d'un ton neutre. Nous pensons qu'il est temps d'avoir des petits-enfants avant que nous ne soyons trop vieux pour en profiter, a-t-elle fait une pause. Drew est à un bon moment de sa vie pour ça. Stable, mature, prêt à être père. L'implication flottait dans l'air comme de la fumée hydraulique. Drew était le parent approprié. Drew fournirait les petits-enfants acceptables. J'étais le raté perpétuel avec la petite amie pas assez raffinée qui portait des jeans au dîner de famille. Jen et moi sommes fiancés, dis-je. Nous pensons à fixer une date. Le visage de maman a pris une expression compliquée. C'est. Eh bien, c'est votre choix. Nous pensons juste que le chemin de Drew pourrait être plus en phase avec ce dont cette famille a besoin en ce moment. Cette famille a besoin de petits-enfants par le bon fils. Compris. Ne sois pas dramatique, dit papa. Ta mère exprime simplement que Drew est dans une position plus stable parce qu'il n'a pas gâché sa vie dans un atelier. Oui, je comprends parfaitement, ai-je conclu. Je suis parti avant de dire quelque chose que je regretterais, ou quelque chose que je ne regretterais pas, ce qui était plus probable. Les 3 semaines suivantes furent un cours magistral de colonisation d'entreprise. Drew a mis en place des réunions matinales où les mécaniciens devaient rendre compte de leurs activités prévues pour la journée. Il a introduit un système de soumission d'amélioration des processus que personne n'utilisait. Il a engagé un consultant en affaires pour 13 500 € pour un contrat de 3 mois afin d'évaluer notre efficacité opérationnelle. L'équipe était misérable. Tommy est venu me voir à la fin de la 2e semaine. Patron, dit-il, ils m'appelaient tous patron, pas Drew. Qu'est-ce qui se passe? La moitié des gars cherchent un autre boulot. Ces bêtises d'entreprise ne fonctionnent pas dans notre métier. Je sais. Alors fais quelque chose. J'y travaille. Ce sur quoi je travaillais, une stratégie de sortie qui allait saboter leurs opérations si profondément qu'ils le sentiraient pendant des années. J'ai commencé par des réunions avec les clients, des visites informelles à nos principaux comptes, les relations que j'avais personnellement bâties pendant 7 ans. J'ai mentionné que je pourrais faire des changements bientôt. J'ai demandé s'ils seraient intéressés à continuer de travailler avec moi spécifiquement. 8 sur 10 ont dit oui immédiatement. Ce n'étaient pas les clients de mon père, c'étaient les miens. Ensuite, j'ai approché l'équipe individuellement, prudemment, en commençant par les gars en qui j'avais le plus confiance. J'ai demandé s'ils seraient intéressés à changer de navire si je lançais quelque chose de nouveau. 12 mécaniciens ont dit oui en une semaine. Les meilleurs. Les gars qui pouvaient gérer l'hydraulique complexe, les diagnostics électriques, le travail qualifié qui séparait les grands ateliers des médiocres. J'ai trouvé un entrepôt à 5 km. Plus petit que nos installations actuelles, mais suffisant pour commencer. J'ai utilisé la plupart de mes économies plus un prêt de 135 000 € du père de Jen, qui comprenait la situation mieux que mes propres parents, pour louer l'espace et acheter l'équipement de base. Pendant tout ce temps, j'ai souri, hoché la tête, suivi les initiatives idiotes de Drew, porté les vêtements professionnels que mon père demandait, joué le rôle du petit frère obéissant. 3 semaines plus tard, j'étais prêt. Tout était en place. Client sécurisé,
Équipe engagée, espace loué, équipement acheté. Il était temps de présenter à Drew le concept de conséquence. J'ai choisi un lundi matin pour un impact maximal. Drew avait programmé une de ces ridicules sessions de planification stratégique pour 9 heures, ce qui signifiait que toute l'équipe serait là à l'écouter radoter sur les synergies ou je ne sais quoi. Je suis arrivé à 7 heures, plus tôt que d'habitude. Papa était déjà là. Les vieilles habitudes ont la vie dure, il travaillait sur quelque chose dans la baie 3. Bonjour, dis-je. Bonjour, mon fils. Le café est frais. En fait, je dois te parler de quelque chose. Nous sommes allés à son bureau. J'avais un dossier avec moi, ma lettre de démission, des copies de l'enregistrement de ma nouvelle entreprise, le contrat de location de mon entrepôt et une liste des clients qui s'étaient engagés à me suivre. Professionnel, propre, indéniable. Je pars, dis-je. Je monte mon propre atelier. La plupart de vos principaux clients viennent avec moi, ainsi que 12 de nos meilleurs mécaniciens. Voici ma notification officielle. Papa a juste regardé les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Quoi? Je pars. Je ne vais pas passer les 30 prochaines années à jouer les seconds violons pour quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre une pompe hydraulique et un trou dans le sol. Ses clients. La voix de papa est devenue blanche. C'est Morrison Construction, Bridgeport, Patterson Mining. Ce sont nos plus gros. Ce sont mes clients, papa. J'ai bâti ces relations. Ils me font confiance, pas au nom de l'entreprise. Et ils ont accepté de transférer leurs affaires à ma nouvelle opération. C'est du vol. C'est de la concurrence. Tu voulais que Drew apporte des pratiques commerciales professionnelles. Eh bien, en voilà une, les clauses de non-concurrence. Tu ne m'en as jamais fait signer. Ni aux mécaniciens. Donc, légalement, éthiquement, je suis irréprochable. Le visage de papa est devenu rouge. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu m'as donné un travail. Je l'ai transformé en un empire. Il y a une différence. J'allais te donner la moitié. Tu allais me donner 45%. La même chose que le gars qui est arrivé le mois dernier avec 0 expérience, et tu allais en faire mon patron. Ce n'est pas un cadeau. C'est une insulte. La porte s'est ouverte. Drew est entré, a vu les documents étalés sur le bureau de papa, et son expression est passée de la confusion à la fureur en environ 2 secondes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ton frère nous trahit, dit papa. Je suis en concurrence avec vous. Encore une fois, il y a une différence. Drew a arraché ma liste de clients. Tu ne peux pas simplement voler nos comptes. Regarde-moi faire. J'ai bâti ces relations pendant 7 ans pendant que tu déplaçais de l'argent dans des tableurs. Ils viennent avec moi parce qu'ils apprécient la compétence. C'est du sabotage. Nous allons te poursuivre en justice pour. Pourquoi? Avoir créé une entreprise dans un secteur que je connais. Vous perdriez et vous le savez. Pas de clause de non-concurrence. Pas d'accord de confidentialité. Pas de secrets commerciaux. Papa n'a jamais cru à ces bêtises d'entreprise. Tu te souviens? Drew a regardé papa comme s'il venait de réaliser que son père était un idiot. Tu ne lui as pas fait signer de clause de non-concurrence? Je lui faisais confiance, dit papa doucement. Ouais. Eh bien, la confiance ne signifie pas grand-chose quand il vole notre entreprise, a rétorqué Drew. Je ne vole rien. Je prends ce qui m'appartient. À ce moment-là, d'autres mécaniciens arrivaient pour le quart du matin. Tommy a passé la tête, a vu la situation et m'a fait un léger signe de tête. Je suis sorti du bureau et je me suis adressé à l'équipe, 12 gars qui étaient avec moi depuis des années, qui savaient que ce moment allait arriver. Bonjour à tous. Une petite annonce. Je pars pour lancer ma propre opération. Pour ceux d'entre vous qui se sont déjà engagés à me rejoindre, nous commençons aux nouvelles installations mercredi matin. Pour tous les autres, sans rancune. Vous êtes de bons mécaniciens et je respecte le choix que vous ferez. Silence de mort. Puis Tommy a pris la parole. C'est quoi l'adresse, patron? Je l'ai donnée. 11 autres mécaniciens ont sorti leur téléphone et l'ont tapé. Drew est sorti du bureau en trombe. Tu ne peux pas faire ça. Tu détruis l'entreprise. Maman est apparue. Elle était dans le bureau du fond quelque part, écoutant probablement toute la scène.
Son visage était une furie glaciale. Espèce de petit ingrat. Attention, maman. Tu ne voudrais pas dire quelque chose que tu ne peux pas reprendre. Après tout ce que nous t'avons donné, tout ce que nous avons sacrifié. C'est à cause de cette fille, n'est-ce pas? La voix de maman est devenue méprisante. Elle t'a monté la tête, te disant que tu méritais mieux. Jen est la seule personne qui a vraiment soutenu ce que j'ai construit. Contrairement à ma famille. Elle n'est pas de la famille, dit maman. Et elle ne le sera jamais. Nous voulions que Drew nous donne des petits-enfants parce qu'au moins nous savons qu'ils seraient bien élevés. Voilà. Tout ce qu'ils insinuaient depuis des mois, enfin dit à voix haute. J'étais le fils sacrifiable avec la mauvaise petite amie, et Drew était l'enfant prodige qui fournirait des héritiers acceptables. Eh bien, profitez bien des petits-enfants hypothétiques de Drew, dis-je. Moi, je profiterai de mon entreprise bien réelle. Je suis sorti. Tommy et les autres ont suivi. Nous avons chargé nos outils personnels dans les camions et sommes partis sans un mot de plus. En m'éloignant, j'ai regardé dans le rétroviseur. Drew était debout sur le parking, son costume déjà sale de je ne sais quoi, l'air d'un homme qui vient de réaliser que son poste de direction venait avec du vrai travail. Papa se tenait à l'entrée de l'atelier, l'air d'avoir pris 10 ans ce matin-là. Maman était au téléphone, appelant probablement des parents pour se plaindre de ma trahison. Et moi, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Le poids des attentes, de l'obligation familiale, de jouer le petit frère reconnaissant, tout ça avait disparu. Il était temps de construire quelque chose de réel, quelque chose à moi, quelque chose qu'ils ne pourraient pas m'enlever parce qu'ils avaient décidé que le mauvais fils le méritait. Rodriguez Réparation d'engins lourds, la nouvelle version, a ouvert ses portes le mercredi à 6 heures du matin. 4 bails de service, 12 mécaniciens, assez d'équipement pour gérer notre charge de travail initiale, et 0 bêtise d'entreprise. À midi, nous avions terminé 4 chantiers. À la fin de la première semaine, notre carnet de commandes était plein pour les 3 semaines suivantes. Morrison Construction a transféré tout son contrat de maintenance de flotte, d'une valeur de 1,6 million d'euros par an, le 3e jour. Bridgeport a suivi. Patterson Mining a appelé personnellement pour confirmer qu'ils transféraient toutes leurs affaires. Il s'avère que lorsque vous construisez de vraies relations, les clients suivent la personne, pas le nom de l'entreprise. Qui l'eût cru? L'équipe a travaillé d'arrache-pied, mais ils souriaient. Je les payais 18% de plus que l'ancien atelier, je leur donnais de meilleurs horaires et je les traitais comme les professionnels qualifiés qu'ils étaient, au lieu de simples rouages dans une machine d'entreprise. En 3 semaines, j'ai embauché 4 autres mécaniciens. En 6 semaines, nous avions loué un espace supplémentaire dans le bâtiment voisin et nous nous étions étendus à 6 bails. Le prêt du père de Jen était de 135 000 euros sur 3 ans, mais à notre rythme de croissance actuel, je l'aurais remboursé en 14 mois. Pendant ce temps, l'ancien atelier était en pleine hémorragie. J'ai entendu par des contacts du secteur qu'ils avaient perdu 3 autres mécaniciens le premier mois. Des gars qui n'étaient pas ravis des initiatives d'amélioration des processus de Drew ou de son habitude de leur expliquer leur propre travail. Mon téléphone a explosé d'appels de ma famille. Papa a appelé 53 fois la première semaine. Maman a laissé des messages vocaux allant de la colère à la culpabilisation, en passant par des messages presque hystériques. Drew a envoyé des emails avec des objets comme « conséquences légales » et « vol d'informations exclusives » que son avocat lui a probablement dit de ne pas envoyer. Je les ai tous ignorés parce que j'étais trop occupé à construire quelque chose qui fonctionnait vraiment. Jen et moi avons fixé une date de mariage. L'été prochain, une petite cérémonie, juste des amis proches et sa famille. Ma famille n'était pas invitée. Cette conversation avec maman sur le fait d'être bien élevé avait brûlé le dernier pont qui restait. En 3 mois, nous avons atteint 380 000 euros de revenus mensuels. J'ai embauché 6 autres mécaniciens, amélioré notre équipement, mis en place un programme de formation pour les plus jeunes qui voulaient apprendre le métier. L'entreprise que j'avais imaginée, basée sur la compétence, le respect et le fait de se soucier réellement du travail, devenait une réalité. Vers le 4e mois, j'ai reçu un message vocal de Drew. Sa voix était différente, fatiguée, vaincue. Il faut qu'on parle. S'il te plaît, c'est urgent. Je l'ai supprimé. 2 jours plus tard, un autre message vocal, cette fois de papa, et il avait l'air pire que jamais. Mon fils, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous avons fait des erreurs. Nous.
Nous avons besoin d'aide. J'ai failli rappeler. Presque. Mais je me suis souvenu. Tout le monde est remplaçable, avait dit Drew. Tu avais des avantages, avait dit papa. Elle ne sera jamais de la famille, avait dit maman. Alors j'ai laissé le message vocal là, sans l'écouter, et je suis retourné au travail. Au 5e mois, mon cousin Alex a appelé. Mec, l'atelier de ton père est en train de mourir. Ils ne sont plus qu'une vingtaine d'employés. Ils ont perdu la plupart de leurs gros clients. Et Drew a apparemment pété les plombs la semaine dernière. Il a hurlé sur un mécanicien qui suggérait une approche de réparation, et le gars est juste parti. On dirait une efficacité opérationnelle optimale pour moi. Ton père demande de tes nouvelles. Il veut savoir si tu envisagerais de parler. De quoi? De revenir en sauveur après qu'ils aient essayé de me baiser. Je ne pense pas que ce soit ce qu'il veut. Je pense qu'il réalise juste à quel point il a merdé. Un peu tard pour ça. Puis Alex a rappelé à 2 heures du matin. Ton père s'est effondré à l'atelier, a dit Alex sans préambule. Il est à l'hôpital Mémorial. C'est grave. J'étais hors du lit avant d'avoir entièrement traité les mots. Jen a attrapé ses clés sans poser de questions. 20 minutes plus tard, nous étions dans la salle d'attente des urgences. Maman était là, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 6 mois. Quand elle m'a vu, son visage s'est décomposé, pas les larmes manipulatrices d'avant. Celle-ci était réelle. Il pense que c'est une crise cardiaque, a-t-elle dit, combinée aux complications de l'amiantose. Il est en chirurgie maintenant. Où est Drew? Son visage s'est durci. Je l'ai appelé il y a 4 heures. Il a dit qu'il viendrait, mais rien. Nous avons attendu. Finalement, un médecin est sorti. Monsieur Rodriguez est stable, mais de justesse. La crise cardiaque était sévère. Combinée aux lésions pulmonaires existantes, nous envisageons des soins intensifs. Il aura besoin de surveillance, de médicaments, potentiellement d'oxygène à domicile. Les coûts seront importants. À quel point, a demandé maman. L'hospitalisation initiale coûtera environ 165 000 euros. Le traitement continu pourrait être de 4 500 à 9 000 euros par mois selon les complications. Maman est devenue blême. Nous n'avons pas ça. L'entreprise est en faillite. Nous avons déjà vendu la maison pour couvrir les dettes. Le médecin avait l'air compatissant mais ferme. Nous pouvons discuter de plans de paiement. Il aura besoin d'une intervention chirurgicale dans la semaine. Une procédure cardiaque qui coûtera encore 82 000 euros au minimum. Sans elle, ses chances de survie diminuent considérablement. Je couvrirai les frais médicaux, dis-je. Tous. La tête de maman s'est relevée d'un coup. Quoi? Tu m'as entendu. Les soins médicaux de papa. Je les paierai. Mais j'ai des conditions. N'importe quoi, a-t-elle murmuré. Premièrement, c'est pour les factures médicales de papa. Rien d'autre. Pas la maison, pas l'entreprise, pas les problèmes de Drew. Deuxièmement, je mets en place les comptes directement avec l'hôpital et la pharmacie. Vous ne verrez pas un centime en liquide. Papa a survécu à l'opération. Il est sorti de la salle de réveil avec l'air d'un mort-vivant. Des tubes partout, à peine conscient. Quand il m'a vu, des larmes ont coulé de ses yeux. Tu es venu, a-t-il murmuré. Pour ta santé. C'est tout. Je suis désolé. Tellement désolé. Tu avais raison sur tout. Oui, j'avais raison. Drew s'est finalement montré 3 jours plus tard, quand papa était stable. Il est entré dans la chambre d'hôpital comme s'il avait été là depuis le début. Comment va-t-il? Vivant, dis-je, et ce n'est pas grâce à toi. Où étais-tu? J'avais des engagements professionnels. Je ne pouvais pas tout laisser tomber. Papa a failli mourir et tu avais des engagements professionnels. Compris. La voix de maman était glaciale. Ton frère a été ici tous les jours, payant pour tout. Et tu n'as pas pu te donner la peine de venir pendant 3 jours? Drew avait l'air mal à l'aise. Je suis là maintenant. C'est ce qui compte. En fait, non, dis-je. Selon l'arrangement, soit tu contribues aux soins de papa, soit tu ne joues pas au fils inquiet. Quelle est ta contribution? Je n'ai pas ce genre d'argent en ce moment. Alors, sors. Drew est parti. Maman ne l'a pas arrêté.
C'est là que j'ai su que quelque chose avait changé. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai payé 260 000 € pour les soins de papa, mis en place des paiements automatisés pour ses médicaments, 4 300 € par mois, organisé l'oxygène à domicile, la kinésithérapie, la surveillance cardiaque, tout via des comptes que je contrôlais directement. Drew a appelé une fois pour exiger que j'arrête d'empoisonner maman contre lui. J'ai raccroché. Il a essayé de se présenter à mon atelier. Tommy et 2 autres mécaniciens l'ont escorté hors de la propriété avec un message clair, « Reviens, et tu auras affaire aux flics ». Papa s'est stabilisé au cours des mois suivants. J'ai continué à payer ses factures médicales. J'ai tenu ma parole sur ce point, mais les limites sont restées fermes. Pas de réunion de famille, pas de conversation, il faut qu'on parle, juste des paiements automatisés pour le maintenir en vie et rien de plus. Mon entreprise a continué de croître. Nous avons atteint 680 000 € de revenus mensuels au 9e mois. J'ai décroché 3 grands contrats miniers et un contrat de maintenance municipale d'une valeur de 2,1 millions d'euros par an. J'employais 42 personnes, exploitais 20 véhicules de service et avais une liste d'attente d'entreprises voulant nos services. Jen et moi avons avancé la date du mariage quand nous avons appris qu'elle était enceinte. Nous nous sommes mariés dans le jardin de ses parents par un parfait après-midi d'octobre. Petite cérémonie, peut-être 50 personnes, tous de vrais amis ou de la famille qui comptaient. Son père a porté un toast sur l'intégrité, sur les hommes qui comprennent la responsabilité et qui tiennent leurs promesses. La chute de Drew a continué. J'ai appris par Alex qu'il avait réemménagé chez nos parents, dans leur petit logement en location. Il a pris un poste dans une entreprise régionale pour à peine 64 000 € par an. Son profil LinkedIn n'était plus mis à jour. Le gars qui était censé apporter une réflexion de niveau MBA à un atelier diesel ne pouvait même pas gérer sa propre vie. Certaines leçons coûtent plus cher que d'autres. Notre fille est née par un matin glacial de janvier. 3,2 kg, en bonne santé, parfaite. Nous l'avons appelée Elena, d'après la grand-mère de Jen. Quand je l'ai tenue pour la première fois, quelque chose de fondamental a changé. C'était ça, une vraie famille. Pas une obligation, pas de l'ADN, pas de la culpabilité. Juste le choix, l'amour et la construction de quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Papa a appelé 3 mois après la naissance d'Elena. J'ai failli ne pas répondre. J'ai entendu dire que tu as eu un bébé, a-t-il dit. Sa voix était plus forte maintenant. Le traitement fonctionnait. Félicitations. Merci. Je ne m'attends pas à la rencontrer. Je connais les limites. Mais je voulais te dire que tu seras un meilleur père que moi. Tu le es déjà. Le silence a été lourd. Une vraie reconnaissance de la part d'un homme qui avait passé des années à ne pas me voir. Drew m'a demandé de l'argent la semaine dernière, a poursuivi papa. Il a dit qu'il avait besoin d'aide pour ses factures. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que certaines personnes méritent de l'aide. D'autres s'y attendent simplement. Bien. Je ne mérite pas le pardon, mais tu avais raison sur tout. Et je suis fier de ce que tu as construit. Parce que c'est réel. Nous avons parlé encore 10 minutes. Pas de larmes, pas de réconciliation, juste une reconnaissance. 2 ans plus tard, Rodriguez Réparation d'engins lourds a atteint 1,1 million d'euros de revenus mensuels. 53 employés, 23 véhicules de service, 14 contrats majeurs. Une valeur nette de l'entreprise de plus de 4,5 millions d'euros. La vie de Drew a continué sa spirale descendante. Il a perdu un autre emploi. A réemménagé chez mes parents. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il livrait des pizzas le week-end pour payer son loyer. Le gars qui était censé professionnaliser un atelier diesel ne pouvait pas professionnaliser sa propre vie. Certaines leçons coûtent tout. Elena a eu 2 ans. Une enfant intelligente. Elle adore l'atelier. Adore regarder les mécaniciens travailler. Jen était de nouveau enceinte. Un garçon. Nous l'appellerons Daniel, d'après son grand-père. Une vraie famille, bâtie sur le choix et l'amour, pas sur l'obligation. Maman envoie des cartes d'anniversaire. Ne dépasse jamais les limites. Ne demande jamais à venir. Elle reconnaît simplement, de loin, qu'elle a perdu quelque chose d'irremplaçable. Quand je regarde Elena, Jen, l'équipe qui a cru en moi dès le premier jour, je sais que le respect se mérite, que les actions ont des conséquences, et que s'éloigner des gens qui ne vous valorisent pas n'est pas de la cruauté,
c'est de l'autopréservation. L'atelier ouvre à 6 heures du matin. J'y suis généralement vers 5h30, un café à la main. Le dessin d'Elena est scotché au mur de mon bureau. L'équipe arrive. Le travail commence. Un autre jour à construire quelque chose de réel avec des gens qui comptent. C'est ça, l'héritage que papa n'a jamais compris. Il ne s'agit pas de transmettre une entreprise. Il s'agit d'apprendre à ses enfants que leur valeur n'est pas négociable. Que leurs limites ne sont pas des suggestions. Et que la famille, ce sont ceux qui sont là pour vous. Elena l'apprendra. Daniel aussi. Ils sauront que le respect se mérite, il ne se donne pas. Le nom Rodriguez perdure, simplement pas avec les gens qui pensaient le posséder. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous permet de vous proposer des histoires plus nombreuses et de meilleure qualité. Merci.